Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Je suis très heureuse de vous la présenter. Je suis en compagnie de notre consultant, il est aussi enseignant, c'est André Kyo. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important et c'est juste après ce générique. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais tantôt, André Kyo est avec nous. Bonjour André Kyo. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Voilà, on va commencer tout de suite avec ce thème-là très important qui est la formation continue, levier de performance des entreprises, n'est-ce pas André Kyo? Et c'est un levier de performance pour les entreprises, pour les salariés aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi la formation continue est aussi importante. Merci beaucoup. Très heureux de vous revoir. Merci, c'est partagé. En fait, la formation continue est levier des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des employés font la formation continue, mais peu aussi sont certains ou bien peu ne comprennent pas totalement pourquoi il faut se former. Très souvent, les gens font de la résistance lorsqu'on leur donne une action de formation. Ou bien il y a des entreprises qui trouvent que c'est une perte de temps. Et donc, nous, à BNVK, notre rôle, c'est d'attirer l'attention des uns des autres pour que nos entreprises soient beaucoup plus performantes. Parce que pour arriver à l'émergence tant souhaitée, il faut des employés performants dans des entreprises performantes. Alors, on va commencer peut-être par les salariés. Les salariés, pourquoi? Parce que un salarié qui est bien formé, il travaille mieux. Alors, on va le dire, quand il est parfaitement bien formé, il devient plus utile, il devient mieux outillé. Et donc, il devient beaucoup plus aguerri aux tâches. Au lieu que les entreprises prennent de nouvelles personnes en disant que l'entreprise n'est pas bien formée, il est mieux de former les gens encore. Et en Côte d'Ivoire encore, on a une structure qu'on appelle le fonds, le FDFP, le Fonds pour le développement de la formation continue, qui finance les formations. Et donc, pratiquement, les entreprises ne payent pas de l'argent directement pour former. Les employés payent, cotisent à partir de leur salaire. On prend 1,2 points sur leur salaire pour constituer une base ou bien un fonds de formation pour les formations. Donc, les employés cotisent. Et donc, en principe, lorsqu'on a cotisé, ils devraient, comme c'est mécanique, c'est les impôts, ils ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas des impôts qu'ils payent, qu'on prélève sur leurs revenus. Je parle plutôt des entreprises privées, puis on est dans le privé. Et donc, eux, on doit les former pour qu'ils soient efficaces. C'est cela. Donc, c'est extrêmement important. Et la formation permet aussi à l'entreprise d'actualiser ses connaissances, à l'employé d'actualiser ses connaissances. Par exemple, quelqu'un qui a fait une formation en informatique, il a travaillé bien en Word, Excel, en bureautique, après 1 ou 2 ans, mais il n'est plus très outillé parce que les logiciels ont évolué. Oui, au fur et à mesure, ça évolue. Les données évoluent très vite. Et donc, certainement, il peut être dépassé. Ensuite, on n'a pas de l'évolution technologique, mais aussi, il peut acquérir de nouvelles qualifications en plus. J'ai vécu ce cas-là à l'époque, en 1995, dans une banque de la place, où lorsque la banque a basculé dans le réseau informatique, il y avait une 60aine de dames qui faisaient la saisie avec les anciennes machines dactylographiques. À un moment donné, c'était plus utile. Donc, ils ont dû laisser pratiquement 50, et on a réformé, d'autres qu'on a reconvertis pour travailler sur les outils informatiques qui étaient plus rapides et plus performants. Mais pourquoi ne pas former ces dames-là et puis les renvoyer? Non, on ne les a pas renvoyés, on les a reconvertis, d'autres sont devenus caissières, mais on n'avait plus besoin des opératifs de saisie. Mais on pouvait les former pour qu'elles puissent, je veux dire, reprendre leur poste avec ces nouveaux outils-là. Mais c'est ça, non, vous posez là une question indirecte. En fait, lorsqu'on saisit sur les anciennes machines, nos enfants ne savent même pas ce que c'est, mais c'est les anciennes machines dactylographiques. Mais là, la dame peut, pour saisir un texte de 10 pages, elle peut mettre 2 jours. Là, les ordinateurs, ça va plus vite. Rapide. Donc la dame, elle devient plus outillée et donc elle avale le boulot que 10 personnes faisaient pratiquement en une journée. Donc on n'a plus besoin des autres. C'est un point technique, on n'a pas le choix. Donc est-ce qu'on les renvoie pas? Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre préoccupation ici. Mais tout jeté, comme on avait dit qu'on les avait reconvertis, d'autres sont devenus caissiers. Non, monsieur Kyo, ce que je vous demande, c'est que vous avez dit que ces personnes ont été reconverties, ces dames-là, elles ont été reconverties. Mais je veux dire, normalement, elles pouvaient suivre une formation avec les nouveaux outils, c'est-à-dire ces ordinateurs-là, on les formait à l'outil informatique. Et puis voilà, elles restaient à leur poste.
Ou bien, ça ne pouvait pas se faire? Non, techniquement, elle ne pouvait pas parce que... Elle ne pouvait pas. Lorsque on a par exemple 60 opératifs de saisie avec les anciennes machines, mais l'ordinateur peut faire le boulot de 10 à 15 personnes. Donc on a formé une, sa capacité, son rendement devient tel qu'elle prend la place de 10 personnes à moins. Je dis, c'est un exemple. On ne peut plus garder les autres à ce même poste parce qu'elles ne seront pas rentables, elles ne seront pas utiles pour l'entreprise. L'entreprise cherche l'efficacité. D'accord, donc c'est bien compris. Ils ont formé certaines, mais d'autres n'ont pas pu avoir leur place là. Leur place, donc on les a reconvertis ailleurs. D'accord, mais c'est pour dire, mais une entreprise aussi pourrait les renvoyer. C'est pour dire quoi? Il faut que les gens actualisent leurs connaissances et leurs compétences. Parce qu'il y avait des entreprises qui formaient les gens à Word Excel. On n'avait pas besoin que l'entreprise les forme. Si les dames l'avaient compris ça tôt, elles se seraient formées ailleurs immédiatement. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a un danger. Donc, quand tu es dans une entreprise, il faut voir quels sont les risques qui arrivent. Il faut tout le temps se former, il faut tout le temps faire des recherches. Voilà, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles méthodes de travail qui arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux outils qui arrivent. Est-ce que je serai toujours compétent. Alors, quand les nouveaux outils arrivent, mais il faut s'adapter. Il faut réclamer la formation à l'entreprise. Donc, il faut réclamer la formation à l'entreprise. À l'employeur, ça veut dire. Il faut réclamer la formation. Bon, évidemment, pas avec les grèves, mais il faut réclamer la formation parce qu'il faut être... De manière pacifique. De manière pacifique. D'accord. De manière pacifique, il faut réclamer la formation. Mais la formation est tout utile pour... Donc, j'ai pris ce cas-là. Mais pour dire quoi, lorsqu'on forme les gens, ils deviennent plus outillés, ils deviennent plus rentables. Parce que l'erreur que les entreprises ne doivent pas faire, on trouve que la personne qui a fait 2 ou 3 ans n'est plus outillée, on le remplace par un nouveau qui arrive. Mais le nouveau qu'on prend, tous les gens de ressources le savent, il bloque l'entreprise de façon involontaire parce qu'il a le temps de s'adapter à l'entreprise. Sur une certaine période. Une période de 3 mois, 6 mois. 3 mois de une fois, 6 mois. Mais les 6 mois-là, pourquoi la loi a demandé? Parce qu'il faut que la personne ait le temps de se former. Donc voilà, de s'adapter de quoi la culture de l'entreprise pour s'adapter à son nouvel environnement. Voilà. Donc, s'il ne le fait pas, il ne pourrait pas être efficace. Tout à fait. Mais le temps qu'il apprend, mais évidemment, ça réduit le rendement de l'entreprise. Parce que chaque employé, c'est un pion qu'on déplace. Mais s'il met un creux, mais évidemment, il vous retient en arrière, vous ne pouvez pas le laisser. Donc, vous êtes obligé de l'attendre pour que vous rattraper. Donc, c'est pourquoi on conseille aux entreprises, au lieu de dire aux anciens qui sont mal formés, on les libère, on prend de nouveaux. C'est bien de prendre de nouveaux, mais il faut que trouvent des anciens en place qui vont les canaliser, qui vont leur donner les conseils, qui vont les coacher. Mais en même temps que le nouveau qui arrive, il faut qu'ils sachent. C'est l'objectif qu'on avait donné dans l'émission précédente. C'est un ancien, mais il faut respecter sa légitimité. Il est là il y a longtemps, il connaît la maison. Il connaît des choses que tu ne connais pas. Quelles que soient tes compétences universitaires, tu as fait les HEC, c'est bien. Mais cette entreprise, c'est pas HEC. Il a une expérience de la maison. Et il a une expertise en plus. Voilà, une expertise en plus. Il connaît le DG, il connaît ses collègues, il sait où il faut toucher, il ne faut pas toucher. Tout à fait. Alors si tu ne les suis pas, mais tu vas te mettre en retard. Parce qu'en général, c'est toi qui vas les laisser pour partir. C'est ça. Donc, là, il y a pris l'exemple de l'adjudant-chef qui est dans l'entreprise. Le commissaire arrive, c'est vrai, il est bien formé, il est outillé, il a un bac plus, donc on le nomme chef, mais il ne connaît pas le terrain parce que le monsieur qu'on appelle adjudant, là, il a fait 25 à 30 ans d'expérience. Et les gens appellent pour dire que c'est un exemple juste. Donc un ancien qui est dans une entreprise, à défaut d'être le général de l'entreprise, mais c'est un adjudant, il faut respecter son expertise. Si tu veux progresser, c'est extrêmement important. Donc les anciens peuvent former les nouveaux qui arrivent, et que les nouveaux aussi doivent écouter les anciens, mais les anciens aussi ne doivent pas prendre les nouveaux comme une menace pour les combattre. Parce que quoi qu'il en soit, il est clair qu'on a 2 éléments dans la vie qu'on ne peut pas échapper, la vieillesse ou la mort. Oui, vous l'avez dit dans l'émission précédente. Voilà, absolument. Comme la répétition pédagogique. D'accord, c'est bien noté. On va poursuivre. Mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que... la formation, très souvent, les entreprises ne veulent pas former parce qu'ils se disent que bon, on aura besoin d'un salarié pour une tâche, il est en formation, ça sera compliqué, et on remet toujours à plus tard pour ne pas former les salariés. Mais c'est l'objectif de cette émission. La formation fait partie de l'emploi. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous partez vous former, vous ne vous formez pas pour vous-même, vous formez pour que l'entreprise soit performante. Je ne vais pas citer une entreprise, mais il y a une entreprise, quand les gens vont à la formation, ils donnent des perdièmes. C'est parce qu'ils travaillent, ils vont à la formation pour être mieux équipés. C'est comme un soldat qu'on forme pour aller au front. Il ne se forme pas pour lui-même, il se forme pour être efficace. Pour la nation. Pour la nation. Donc une entreprise qui forme son employé, c'est pour qu'il soit plus efficace, pour être au service de l'entreprise. Donc il travaille, c'est comme s'il était au travail en fait. Donc le fait de faire la formation, ce n'est pas un vide.
Et ensuite, quand il y a un DRH, mais il doit combiner les éléments de telle sorte que ça ne mente pas. Oui, qu'on ne sente pas. On ne sente pas. Mais même quand on a senti le vide, mais quand il revient, il aura envie de mettre en pratique ce qu'il a appris. Donc, il va rattraper. Et ce qui est important pour l'entreprise. C'est extrêmement important pour l'entreprise, voilà. D'accord. On poursuit, André Kyo. Oui. Avec l'importance pour l'entreprise. On a parlé des salariés, maintenant pour l'entreprise. Oui, mais c'est hyper important, encore beaucoup plus pour l'entreprise. Parce qu'un employé bien formé, on l'a déjà dit, mais ça limite ce qu'on appelle le turnover. Ça dit quoi? Et un employé, très souvent, vous voyez dans les entreprises où les gens viennent, ils font 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils s'en vont. 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils s'en vont. Mais en fait, le patron, parce qu'il gagne, mais au bout de 3 à 5 ans, ça joue sur le rendement de l'entreprise. Surtout que si la personne qui quitte chez vous ici va chez le concurrent, il va avec les informations. Ouais. Il va avec les informations de l'entreprise qu'il va utiliser à son compte, mais contre vous, sans le vouloir. Tout à fait. C'est clair. Et donc, les entreprises perdent. Donc, évidemment, ça limite le turnover. Mais en même temps, ça permet à l'entreprise d'avoir donc des employés fidèles, qui fidélisent. Parce qu'un employé qui dure dans l'entreprise, bon, on dit pourquoi les entreprises font 30 ans de carrière. Il faut que l'entreprise soit fière de dire, moi, j'ai des employés qui ont été gardés pendant 30 ans qui sont à la retraite. Pourquoi pas des employés qui se promènent, qui vont, parce que l'environnement n'est pas sain. Et c'est important aussi pour l'entreprise, vu que si vous durez 30 ans dans une entreprise, c'est que vous vous sentez bien très souvent, toute la situation du salarié se porte bien, donc bon, il dure 30 ans. Et ça, c'est au plaisir de l'entreprise. Oui, mais il y a des entreprises, on dit en Côte d'Ivoire ici, qu'il ne faut jamais d'appel à candidature. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un recul de père en fils. Tout à fait. Ou bien de mère en fille, ou bien de mère en fils. Parce qu'il se remplace. Quand le papa s'en va, il a eu un bon comportement, mais il met son fils à la place. C'est ça. Il y a eu de hors antenne, mais il y a des entreprises comme ça qui ont des grosses entreprises à Côte d'Ivoire ici, qu'il ne faut pas d'appel à candidature, mais parce que les gens, mais il faut les recrutements. Comment les gens vont pour vivre? Mais parce que, c'est pourquoi quand tu es dans une entreprise, mieux vaut avoir un bon comportement, voilà, une bonne image, de sorte que quand tu t'en vas, tu es capable de proposer quelqu'un qu'on va prendre. Mais si toi tu es là, tu es dans ta bulle, tu fais la bagarre à tout le monde, tu tires l'entreprise par le bas, mais c'est pas très sûr que on prend des gens que tu envoies. Donc quand tu es dans une entreprise, il faut penser à la pérennité de l'entreprise. Comment il doit faire pour que l'entreprise avance et qu'elle augmente. Et puis le dernier point, pour ne pas être... Voilà, ça améliore la productivité et le rendement de l'entreprise. C'est extrêmement important. Okay. Donc une entreprise, par exemple une entreprise industrielle qui forme un technicien, mais il sera plus compétent, il va produire plus, il va produire mieux, il aura moins de rébus. Oui. Mais les rébus aussi pour une secrétaire, par exemple, une secrétaire qui saisit un document et qu'elle fait les erreurs, mais vous perdez les papiers, vous perdez l'encre et puis vous détruisez l'ordinateur. Parce que pour saisir un courrier de 10 lignes, si elle a fait 1 heure dessus, au lieu de faire 15 minutes ou 30 minutes, vous voyez que lorsqu'elle travaille plus rapidement et bien, évidemment, vous devenez plus efficace. Donc, la formation, ce n'est pas une perte de temps. Sinon, c'est une perte de temps, l'État ne va pas prendre, et c'est peut-être là, je vais peut-être terminer à cette première partie-là. L'État ne prendrait pas le temps de créer un organisme, une structure qu'on appelle le FDFP, en tout cas le cas de la Côte d'Ivoire, mais ça d'après presque tous les pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le FDFP, c'est une banque de la formation. Et il y a des cabinets qui sont agréés pour. Donc, dans tous les domaines, on devrait former les employés. Dites bien dans tous les domaines. Ça existe. Et le fonds est là. Et le fonds demande que les gens se forment. C'est les employés qui refusent de se former et les entreprises qui n'encouragent pas les employés. Mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se forment. Il y a aussi un embouteillage au niveau des entreprises. Mais il y a encore des entreprises qui résistent. Et notre objectif, c'est de leur dire, dans l'UFD, pour former les employés, eux, ils gagnent et l'employé gagne. Et c'est ce qui fait les entreprises émergentes, les entreprises solides. D'accord, voilà. pour une Côte d'Ivoire émergente. Absolument. Merci André Kyo. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette première rubrique-là. Et on va passer directement à la deuxième rubrique, créer mon entreprise. Et voilà André Kyo, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons entamer maintenant le dernier virage de cette émission. On va à la troisième rubrique, je veux créer mon entreprise, et puis on va s'intéresser aux 5 principales qualités d'un bon manager. André Kyo, quelles sont les 5 principales qualités d'un bon manager?
Mais je voudrais préciser qu'il y a certains constats qui disent qu'il y a 10, il y a 12, il y a 2 qui vont trouver 100. Mais nous sommes dans une télé, nous sommes obligés d'être synthétiques. Donc on va prendre, comme on l'a dit, les 5 principales qualités. Ce ne sont que des principales qualités, donc ce ne sont pas des qualités exhaustives. Voilà. Et donc, puisqu'on s'adresse beaucoup aux jeunes qui créent l'entreprise, et même aux moins jeunes, donc lorsque vous créez une entreprise, ce n'est pas évident. Il faut donc avoir un certain nombre de comportements, pas des études qui ont été faites sur 1400 étudiants, les trucs que j'ai, 1440 chefs d'entreprise. On a estimé que ceux qui ont réussi avaient les mêmes qualités, et c'est ce que nous allons faire ressortir dans cette émission. Alors, si vous me permettez, donc la première qualité, ce n'est pas par ordre, c'est pas par ordre, on a cité comme ça, la première qualité, c'est avoir un comportement exemplaire. Parce que les employés ou bien les collaborateurs travaillent par l'exemple. Si tu demandes aux gens de venir à l'heure et tu viens à 10 h au travail, tu leur demandes de rester à 18 h, quand tu t'en vas à 16 h, mais ils vont partir à 16h05. C'est pas évident de voir. Voilà, c'est sûr qu'ils vont partir à 16h05. Non, tu t'en vas à 16 h, ils vont partir à 16h05. Si tu viens à 8 h, ils vont venir à 7h45. Ou bien à 7h50, c'est comme ça. Donc, parce qu'ils vont travailler par l'exemple. Donc, voilà. Il y a des spécialistes qui ont trouvé que les employés à certains qui aiment tricher, d'autres qui n'aiment pas tricher. Donc, si tu viens en retard, les gens viennent en retard. Monsieur, on n'a pas l'habitude de dire que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Donc, c'est mon entreprise, je viens à l'heure que je veux. Mais bon, toi, tu es le travailleur, tu es le demandeur d'emploi, tu dois venir un peu plus tôt. Oui, mais il vient, mais tu n'es pas là pour contrôler. Si tu es arrivé à 8h45 ou bien à 9h, et l'employé est venu à 8h45, il est venu à l'heure. Tu as quel moyen pour le contrôler? Ah, mais c'est ça. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi très souvent, on met l'accent, il y a peut-être ça, on met l'accent sur l'ambiance de l'entrée, parce qu'un employé peut être là à 7h30 et ne pas faire le boulot non plus. Tout à fait. Il peut être là, et puis si il est démotivé, surtout dans l'enseignement, un enseignant peut faire 4 de la cour, 4 au cours par exemple, 4 au cours, et puis... Mais il ne fait pas 4 heures de cours. Il fait 4 au cours, mais il ne fait pas 4 de cours. 4 de cours, tout à fait. S'il n'est pas bien dans la tête, il est là, mais il ne travaille pas, il va avoir tout moyen pour ne pas travailler. Ouais, ou bien il donne l'impression qu'il fait le cours, mais en réalité, lorsqu'on voit l'efficacité du cours, on voit qu'il a fait un cours de 1h30 ou bien 2 heures. Les 2 autres, là, il n'a rien fait d'autre. Donc il faut faire attention. Donc il faut, et c'est valable pour toutes les entreprises, donc il faut être exemplaire. Exemplaire aussi, c'est donner le juste prix. Voilà, le juste prix, ça ne veut pas dire quoi? Qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'activité économique est difficile pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas payer quelqu'un qui mettait peut-être 500 000, lui donne 500 000, mais quand tu as promis 1000 francs, mais il faut lui donner les 1000 francs. C'est ça. Voilà, et il ne faut pas, et puis on a parlé tout à l'heure dans la première partie, les parachutages. Tu penses que tu n'as pas de l'argent, mais on voit que tu fais des investissements qui ne sont pas... peut-être pour le compte de l'entreprise. Donc souvent les employés regardent, ils ne disent rien. Mais notre rôle c'est de dire, ils ne disent rien, mais ils suivent. Est-ce que vous me suivez? Lorsque vous dites vous n'avez pas là, vous prenez toute la famille par exemple, et vous partez en vacances, je ne sais pas moi. Sur les îles Caraïbes. Bon, voilà. Ou ça vous prend peut-être le billet d'avion, ou dans les voilà, vous achetez de grosses voitures. Mais évidemment, les employés vous regardent et vous suivent. Ils vont murmurer, mais ça va réduire le travail. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc notre rôle c'est de leur dire que même s'ils ne vous disent rien, ils vous regardent. C'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne vous voient pas. Donc quand tu dis qu'il n'y a pas d'argent, il faut avoir un comportement de quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Ouais. Mais si tu roules sur de l'or, ou bon, tu donnes l'impression que tu roules sur de l'or, mais les employés vont commencer à dire qu'il a l'argent, il ne veut pas nous payer. Mais s'il ne veut pas nous payer, il va avoir un comportement désordonné. Si vous avez de l'argent, il faut une grève passive. Ne montrez pas que vous n'avez pas d'argent aussi. Si vous non, mais... D'accord, on poursuit avec la deuxième qualité. Bon, c'est juste pour rire, j'espère. Non, mais vous êtes voir l'argent. On dit l'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent a odeur. Quand il y a l'argent, il ne peut pas faire autre chose. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu as de l'argent, ça se sent. Ça se sent. Donc, on va savoir que tu as de l'argent de toute façon. Et puis, quand l'entreprise a l'argent, tout le monde va... Parce que les gens sont en entreprise. Donc, ils vont voir que le chiffre d'affaires augmente. Puisque le comptable va savoir que le chiffre d'affaires augmente. Le comptable, ce n'est pas quelqu'un qui est quitté. Ce n'est pas moi. Sur la Lune, il est dans l'entreprise. Donc, il va donner les fonds va fuir. Et les gens sauront forcément. Donc, vous ne pouvez pas cacher tout. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont développées. Les entreprises font leur bilan et ils publient ça dans les journaux pour que tout le monde voit combien ils ont gagné, combien ils ont perdu. C'est extrêmement important. Pas un employé. Je prends souvent l'exemple qui sont à la maison. Quand vous donnez l'impression que vous êtes trop riche, les enfants vous demandent ce que vous n'avez pas. Mais il faut leur dire la vérité, j'ai eu 1 million, voilà ce que j'ai eu, voilà comment on va partager. Personne ne viendra vous demander de lui acheter ce que vous ne pouvez pas payer. Mais quand tu as l'argent, on ne sait pas.
Quand tu n'as pas, on ne sait pas, mais les gens te posent des questions, ils te proposent des choses que tu ne peux pas payer, tu es malheureux. Moi, il leur demande d'être ouvert. Donc, il faut être ouvert avec les employés. Voilà, c'est pas quand il est là depuis longtemps. Quelqu'un avec vous travaille depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans quand même, c'est pas quelqu'un qui vous fait du mal. Ouais, on a besoin de transparence. Il faut être transparent, c'est important. Alors, et puis, deuxième point, il faut savoir écouter les gens. Écouter, aujourd'hui, on parle de mandement baladeur. Un chef d'entreprise qui arrive très souvent. À l'époque, on parlait d'un chef d'entreprise, il avait 17 étages dans l'immeuble où il occupait. Il a son ascenseur privé et il a sa clé. Quand il arrive, son chauffeur vient, il met l'ascenseur en marche, il rentre, il traverse tout le monde, s'assoit au 17e, le soir il descend. Mais les Camerounais font des grèves sauvages, ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Et il y a un autre qui est venu, il a appris que le un baladeur, il va chez les gens, il cause avec eux, il y a les réunions, il fait des visites surprises. Mais les gens sont sentis en famille. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut humaniser le milieu de l'emploi. C'est vrai, le patron, mais lorsque tu joues au patron, parce qu'il y a des gens qui jouent au patron, il y a des gens qui sont patrons. Quand tu es patron, on discute, le patron se discute pas. Tout à fait. Même il y a un monsieur qui dit, quand tu viens en culotte, on sait que c'est le boss. C'est tout, tu n'as pas besoin de dire seulement le boss, respectez-moi. Quand tu le dis, c'est que tu n'es pas vraiment le vrai boss. Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin d'exiger qu'on te respecte. C'est toi qui décides. Voilà. Et ensuite, il faut savoir dire non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire plaisir à tout moment. On te demande d'augmenter le salaire. Tu n'en as pas dit pour telle raison, tu ne peux augmenter parce que avec les arguments. Avec les arguments. Tu vois peut-être le responsable syndical ou bien le délégué, tu lui parles, il va comprendre. C'est ça. Surtout quand il voit que ça ne va pas. Il ne faut pas leur faire comprendre, savoir que, ou bien faire croire qu'ils ne sont rien du tout. C'est toi qui commandes et qu'ils sont là. Tu leur donnes du boulot et qu'ils doivent faire, montrer leurs résultats. Non, ça devient dangereux pour les entreprises. C'est ce qui fait que la plupart de nos entreprises en Afrique ont du mal à décoller parce que la plupart des patrons se comportent comme des chefs du village. Il y a un monsieur qui me disait, c'est un cadre même du FDP qui disait au cours d'une réunion que la plupart des chefs d'entreprise en Afrique se comportent comme des chefs orchestres. Au lieu d'être des chefs d'orchestre. Le chef orchestre, il pense qu'il connaît tous les instruments. Il peut chanter, il peut lire du vocal, il peut être choriste, il peut jouer tous les instruments. Mais ça, on n'a pas besoin. Un chef d'orchestre, il dirige l'orchestre. Diriger, c'est prévoir, c'est contrôler, c'est gérer, c'est manager. Mais lui, donc, tu n'es pas censé tout savoir dans l'entreprise. Tout à fait. Donc, quand tu es chef d'entreprise, ça ne va pas, tu sais tout. On dit très souvent que le bon chef, ce n'est pas celui qui sait tout faire, mais celui qui sait faire le boulot aux autres, c'est tout. Cela. Donc, tu dois lui dire, faites ça. Donc, chacun a son canevas de travail, à sa fonction, à ses tâches qui sont bien réparties. Il est à l'intérieur du travail, toi tu contrôles. Tu ne peux pas tout savoir. Le bon chef, c'est celui qui a la capacité de contrôle et ce n'est pas celui qui sait tout faire. D'accord. Très souvent, ça ne marche pas. Par exemple, si tu es un bon chauffeur, tu as créé tu as eu une société de transport. Mais tu es un bon chauffeur, mais tu n'es pas un bon comptable. Tu n'es pas un bon informaticien. Tu n'es pas une bonne secrétaire. Tu ne peux pas être tout à la fois. Donc, tu as besoin d'une équipe pour t'entourer. Et un grand chef, un chef qui est fort, c'est celui qui s'entoure des collaborateurs forts. Tout à fait. Ce n'est pas celui qui est fort tout seul. Voilà, quand tu es fort tout seul, ça ne marche pas. Et un des points aussi, savoir, il faut recadrer. Il faut recadrer les gens. Et il faut sanctionner, mais sanctionner, ça ne veut pas dire forcément dire que ce n'est pas bon. Non, il faut lui dire, cette fois-ci, Marie-Josée, tu as bien travaillé. J'ai aimé ce boulot-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Ça ne serait pas mieux. Un patron qui parle comme ça, les employés sont beaucoup plus ouverts, ils travaillent. Surtout quand vous travaillez les cadres. Les cadres, très souvent, les cadres supérieurs n'aiment pas trop qu'on les canalise. Quand tu les canalises trop, tu ne les donnes pas la possibilité de s'exprimer, mais ils démissionnent très souvent parce que ce n'est pas forcément un cas supérieur, ce n'est pas forcément l'argent que le motive. Ce qui le motive, c'est la reconnaissance de ses compétences, la reconnaissance de son mérite. Et cela passe par une délégation de pouvoir. Mais si tu lui donnes un mandement directif, ça ne marche pas. Et donc voilà, ce sont ces éléments-là. Et puis savoir motiver, fédérer ses troupes. Mais un chef d'entreprise, il est un peu comme le général d'armée. Un bon général, c'est celui-là même qui dirige son équipe. Il leur dit, allez-y, ils vont partir. Donc ce n'est pas que toi, tu vas aller forcément, mais tu peux leur dire, allez, puis tu leur demandes et te rendre compte. Ça doit être mécanique. Délègue tes pouvoirs. Tu dois déléguer les pouvoirs avec un pouvoir de contrôle. Tout à fait. Parce qu'il faut contrôler, ça ne va pas te la laisser. Non, il faut le contrôler. Donc, de temps en temps, s'il ne vient pas, tu vas lui dire, viens me rendre compte. Mais après, il y a un bon cadre qui est bien formé, il sait qu'il doit rendre compte à son chef. On n'a pas besoin de lui demander. Il doit faire un compte rendu verbal ou un compte rendu écrit, pratiquement.
tous les jours, bien par semaine, bien par mois, voilà. Donc bon, on va vite, mais nous sommes en télé, ceux qui ont des questions à poser, on leur demande toujours de nous écrire sur nos mails. De nous appeler, tout et tout, pour avoir les réponses qu'il faut. Que André, il est là, il est disponible, vous pouvez appeler, vous aurez les réponses qu'il faut, n'est-ce pas, André? Oui, voilà. Si vous êtes disponible, donc... Il n'y a pas de souci. D'accord, donc André, on va conclure. Hein. Oui, absolument. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est dommage, c'est déjà arrivé. Vite, mais voilà, donc on va conclure. Hein. Comme on dit très souvent, même les plus belles fleurs des épines. Ne durent pas. Il faut savoir s'arrêter pour savoir se retrouver. Tout à fait, c'est bien dit. Mais absolument non, mais je vais dire, encourager, ou bien dire merci d'abord à ceux qui nous appellent au 90 070 pour participer au jeu. Ils sont très nombreux, nous leur disons merci. Et nous leur demandons de continuer. Pour l'accord de bourse, c'est la rentrée. On veut vraiment, entre guillemets, se débarrasser des bourses pour leur donner, parce que si ça reste à nous, ça ne servait à rien. Voilà. Peut-être les porteurs, on peut les garder. Il faut qu'ils prennent, il faut qu'ils appellent. Pourquoi les aides? Parce que les écoles coûtent cher. C'est ça. Les écoles coûtent cher. Les universités coûtent 1 million, 1 million 500 000, 2 millions. Tout le monde n'est pas payé. Ce monsieur nous a donné des bourses d'études d'une valeur de 2 millions. On en a beaucoup, on a déjà donné. Certains, il reste encore d'autres et que nous allons encore distribuer. Donc, il faut qu'ils continuent d'appeler pour qu'avant la fin de ce mois, on finisse avec les bourses d'études et qu'on passe à autre chose dans le jeu. Voilà. Donc il a dit merci pour ceux qui nous ont appelés et ceux qui hésitent encore, mais ils voient les autres qui témoignent. D'accord. C'est bien noté, André Kyo. Merci d'être passé sur ce plateau et puis merci de nous avoir enseigné, de nous avoir donné tous ces conseils-là. Je suis sûre que les téléspectateurs en feront bon usage. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir et puis à très bientôt sur Business 24 Africa. Merci.